bonsoir à tous. La nature est une grande chimiste. C'est ainsi que s'exprimait un des 3 prix Nobel de chimie en 2018. Découvrir la nature, la vie, à l'échelle très fine de la molécule, c'est-à-dire de la chimie, est passionnant, inspirant et conduit fréquemment à l'humilité, à la modestie. Albert Einstein aimait à dire « Regardez profondément la nature et vous comprendrez tout beaucoup mieux ». Malheureusement, nous n'avons pas tous le talent d'Albert Einstein et notre rapport à la nature peut être maladroit. Je vais vous le raconter à travers quelques exemples. Fascinés par certaines plantes ornementales, comme la renouée du Japon, nous les avons transportées pour se les approprier, pour les cultiver au gré de nos envies ou de nos besoins immédiats. Aujourd'hui, de telles plantes sont en train de coloniser les berges de nos rivières et sont devenues ingérables. La peste de l'écrevisse, à la fin du XIXe siècle, nous a conduit à introduire des écrevisses exotiques qui résistent à cette pathologie afin de compenser la baisse de population des écrevisses européennes. Aujourd'hui, ces écrevisses exotiques sont en train de décimer les écrevisses indigènes, d'envahir les rivières et de perturber les équilibres biologiques des écosystèmes aquatiques. D'une façon plus globale, notre exploitation effrénée des ressources végétales, animales, nous conduit à transporter, à disséminer des plantes, des crustacés, des serpents, des poissons, des insectes, des virus, et à les laisser s'installer bien loin de leur habitat naturel. Alors, quelles en sont les conséquences? Connaissez-vous l'IPBES? Il s'agit en quelques mots du GIEC de la biodiversité. L'IPBES vient de faire paraître un rapport complet sur la situation des espèces exotiques envahissantes. Et ces conclusions ne sont pas passées inaperçues. Les espèces exotiques envahissantes sont responsables de 60% des extinctions biologiques, végétales et animales. Les espèces exotiques envahissantes coûtent chaque année plus de 400 milliards de dollars à l'économie mondiale. Et ces coûts sont multipliés d'un facteur 4 tous les 10 ans. Ainsi, après le réchauffement climatique, la disparition des forêts, des zones humides, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution, voici un 5e facteur clé qui est cause du déclin de la biodiversité. N'allez pas croire que ce problème ne touche que des pays lointains. C'est en Europe que le problème est le plus aigu. Voici donc un nouvel élément de réflexion pour s'interroger sur nos activités, nos maladresses, notre naïveté, voire notre irresponsabilité. Alors, que faire? En tant que chercheur au CNRS, j'ai le sentiment d'avoir une chance inouïe. Mon métier consiste à réfléchir, à chercher et à développer des solutions face à ces défis écologiques tels que le développement des espèces exotiques envahissantes. Mais le problème n'est pas simple. Une espèce envahissante n'est pas un objet ou un problème isolé. Il serait bien imprudent de rester embrigadé dans les limites simplificatrices d'une seule discipline scientifique. J'ai ainsi choisi de conjuguer 2 disciplines que tout semble opposer, la chimie et l'écologie. Ce rapprochement ne va pas de soi, et pourtant je suis persuadée que ces 2 disciplines peuvent avoir des interactions positives, que l'une et l'autre peuvent apporter des connaissances complémentaires. Ainsi, la chimie permet de pénétrer les mécanismes intimes de fonctionnement des espèces envahissantes. Elle permet également de comprendre les interactions des espèces envahissantes avec leur environnement. Réciproquement, l'écologie scientifique apporte des connaissances sur les espèces, les communautés d'espèces, en y intégrant la notion d'éco-responsabilité et une dimension sociétale nécessaire. Convaincue du bénéfice de l'interaction entre chimie et écologie, le fil conducteur de mes recherches est aujourd'hui très clair. Il s'appuie sur 2 étapes. Tout d'abord, chercher des solutions naturelles
de gestion, de contrôle de la prolifération des espèces exotiques envahissantes, en s'appuyant conjointement sur les connaissances de la chimie et de l'écologie. Dans un deuxième temps, mes recherches consistent à essayer de rendre pérennes, durables, en d'autres termes économiquement viables, ces solutions naturelles, à l'aide d'une chimie respectueuse de l'environnement et conçue sur le long terme. Ainsi, je concentre mes efforts sur deux types d'espèces végétales envahissantes, celles qui se développent en milieu aquatique et en zone humide. Parlons tout d'abord des milieux aquatiques. Dans les rivières françaises, vous pouvez rencontrer la laitue d'eau, la jussie d'eau, très répandue sur le territoire français, la myriophylle du Brésil, l'élodée et bien d'autres encore. En les étudiant en profondeur, on peut se rendre compte que leur développement est tel qu'elles étouffent la biodiversité des systèmes aquatiques. Elles gênent l'écoulement de l'eau, elles accélèrent l'eutrophisation de l'eau et elles rendent tout simplement les voies navigables impraticables. Et pourtant, quand on les étudie de près, on peut se rendre compte que le système racinaire de ces plantes aquatiques est bien fait. En effet, elles sont capables de dépolluer l'eau avec des performances inégalées. Ainsi, vivantes ou mortes, déshydratées, réduites à l'état de poudre, elles permettent d'aller séquestrer des éléments métalliques, toxiques ou non toxiques, communs ou rares. Mieux encore, ces poudres végétales sont capables de séquestrer des polluants organiques persistants, comme des insecticides, des herbicides ou les molécules problématiques qu'on peut trouver dans certaines crèmes solaires. Alors oui, ces racines sont vraiment bien faites au niveau moléculaire, car ces poudres végétales d'espèces envahissantes sont capables finalement de préserver la qualité de la ressource en eau. Inutile d'expliquer qu'il s'agit aujourd'hui d'un défi majeur. Motivée par ces premiers résultats, je me suis alors rapprochée des collectivités territoriales et des entreprises dont la mission est de gérer la qualité des bassins versants. Et aujourd'hui, à la fin de l'été et à l'automne, eh bien, nous réalisons la récolte massive de ces plantes exotiques envahissantes, dans le cadre des préconisations réglementaires. Aucun échappement, aucune dispersion du système racinaire pour éviter toute reprise. Ces plantes envahissantes récoltées massivement sont donc aujourd'hui transformées en de véritables filtres végétaux pour dépolluer l'eau, mais également pour recycler des métaux stratégiques et rares, voire en voie d'épuisement, mais cette fois-ci avec un impact positif. Ces résultats nous ont encouragés, nous ont incités à étendre la même démarche sur les plantes aquatiques qui se développent donc dans les zones humides. Alors pourquoi s'intéresser aux zones humides ? Eh bien, il s'agit des plus grands réservoirs de matière carbonée. Les zones humides jouent également un rôle essentiel dans l'atténuation des extrêmes climatiques. Elles absorbent l'excédent de chaleur l'été ou l'excédent d'eau en période d'inondation, comme en ce moment. Elles permettent de purifier l'eau et bien sûr, ce sont également des réservoirs de biodiversité. Et pourtant, 85% des zones humides ont disparu en 300 ans. Elles continuent à disparaître 3 fois plus vite que nos forêts. Depuis les années 70, un nouveau problème a été identifié. Il s'agit précisément du développement des espèces exotiques envahissantes. Il faut dire que le réchauffement climatique favorise leur développement. Ainsi, vous connaissez certainement la renouée du Japon, la canne de Provence, les exemples les plus connus. Ces espèces sont en train de coloniser les berges, les lits morts des rivières, les zones marécageuses, les mares, les forêts alluviales. En s'installant sur les berges des rivières, elles les fragilisent et accroissent les risques d'inondation. Elles étouffent nos plantes indigènes. Et pourtant, quand on en essaie de mieux les comprendre, on peut se rendre compte que bien sûr elles sont envahissantes à cause de nos maladresses, mais elles possèdent aussi des avantages physiologiques remarquables. Sur la base de ces connaissances et d'éco-bilans publiés,
nous avons choisi de nous concentrer sur la gestion de ces espèces en réalisant des fauches répétées, en suivant un protocole écologique très fin pour observer leur épuisement et la reprise des espèces indigènes. Mais ces efforts sont longs, ils doivent être conçus sur la durée et ils génèrent des quantités de biomasse considérables. Alors que faire de ces biomasses? S'agit-il de nouveaux déchets? Comment soutenir ces efforts dans la durée? Eh bien, qu'il s'agisse de ces espèces envahissantes des zones humides ou celles des milieux aquatiques transformés à l'état de poudre dépolluante, toutes ont un point commun. Elles possèdent une composition minérale exceptionnelle, à tel point que nous avons imaginé que ces espèces minérales pourraient apporter l'énergie nécessaire à une réaction chimique pour qu'elle soit possible, efficace. Alors c'est une véritable révolution en chimie. Imaginez des poudres végétales capables de remplacer des catalyseurs qui viennent de l'extraction minière, des opérations métallurgiques dont on connaît le lourd poids sur l'environnement. Motivés par cette première conclusion, nous avons choisi d'utiliser ces éco-catalyseurs dérivés des poudres végétales en repensant complètement la chimie, en s'appuyant sur le calcul d'indicateurs environnementaux pour la revisiter, pour développer de nouveaux modes de raisonnement et de fonctionnement. Ceci nous permet aujourd'hui de préparer des molécules à haute valeur ajoutée pour notre bien-être, notre santé, sans intrants pétrosourcés, sans intrants synthétiques. Pour donner de l'impact à ces résultats, qu'ils soient utiles à la société, nous avons choisi de les accompagner vers la sphère socio-économique, de leur donner une dimension industrielle. Et pour ne pas perdre de temps, nous avons choisi de créer notre propre société, BioInspire. Aujourd'hui, BioInspire arrive à produire des molécules complexes 100% d'origine végétale. Mais le motif premier est bien de soutenir et de préserver la nature. Ainsi, l'empreinte environnementale de chaque étape est non négociable, sans aucune concession. Et d'ailleurs, le CNRS est rentré au capital de la société et témoigne d'un engagement inégalé au service de la biodiversité. Restons modestes et humbles face à ces résultats, car ce sont bien les propriétés exceptionnelles des espèces végétales qui nous ont permis d'aboutir à ces conclusions. Alors oui, quand la chimie rime avec écologie, il est possible de devenir optimiste, de créer de nouveaux systèmes de valeurs, de nouveaux modes de fonctionnement qui permettent de combiner économie et écologie. N'oublions pas les propos d'Albert Einstein. Regardons profondément dans la nature et nous comprendrons tout beaucoup mieux. Merci.